Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez souvent entendu cette boutade, un peu de considération pour les personnes retraitées. Après de bons et loyaux services rendus à la nation, les retraités se sentent souvent rejetés comme des rebuts de la société. Pourquoi pose-t-on un tel regard sur nos dévanciers vis-à-vis de qui nous devrions en principe être reconnaissants pour avoir ouvert la voie? Certains répondent tout de suite pour nous convaincre qu'ils sont eux-mêmes leurs propres problèmes parce qu'ils considèrent la retraite comme une mort sociale. Où est la vérité? On le saura tout à l'heure avec M. Vincent Niapa. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Vincent Niapa, vous êtes cadre supérieur de sécurité sociale et vous êtes aussi expert en gestion des ressources humaines. C'est bien cela? Merci. Juste auprès de vous, M. Nguessan Jules Mamé, bonsoir. Bonsoir. On vous a connu directeur général de la SICOJ à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes administrateur général de Senior Africa. C'est bien cela? C'est bien cela, oui. Ensuite, bonsoir, M. Charles Meledj. Bonsoir. Vous êtes le directeur du pôle stratégique études et développement du FIDRA. Le FIDRA, par définition, c'est le Fonds international pour le développement de la retraite active. Très bien. Et enfin, M. Raymond Papé Akassé, président de l'ONG Solidarité Senior Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. On vous a vu dans la haute administration, vous aussi. Et aujourd'hui, vous êtes tous sur notre plateau. En tout cas, merci d'être venus. Merci de nous aider à savoir ce qui se passe dans la tête des retraités. On a bien envie de le savoir, nous aussi. Et vous le savez, le départ à la retraite engendre très souvent des craintes chez les futurs retraités. Et comment quitter sa vie professionnelle sans regret et vivre sa retraite comme une nouvelle orientation? Pourquoi la retraite fait-elle si peur? Quelles sont les dispositions à prendre pour une retraite heureuse? Les raisons de cette psychose avec Astou Touré. Cette année, environ 10 000 personnes sont admises à la retraite. Souvent considérée comme une période sensible, la retraite, quand elle est mal préparée, peut faire peur. Donc même si tu as assez de moyens et que ce n'est pas seulement les enfants, madame, que tu dois gérer, si c'est toute la grande famille, il est évident que tu ne pourras pas préparer convenablement ta retraite. On est stressé parce qu'on n'a pas d'épargne. Quand on est en activité, vous savez, il y a plusieurs avantages attachés aux fonctions qu'on exerce. Mais à la retraite, vos ressources sont nettement diminuées. Et c'est ça qui fait peur. En plus de leur perception, les retraités doivent encore faire face à l'image que leur renvoie la société d'eux-mêmes. Le retraité regorge d'énormes potentialités, une expérience pas suffisamment mise en valeur. On peut les utiliser parce qu'ils ont encore la connaissance, ils ont encore la maîtrise du domaine, mais sauf que c'est la mobilité peut-être qui manque. Donc on peut les utiliser mais de manière un peu plus souple par rapport à leur carrière étant jeune. Quand on est retraité, on n'est plus responsable dans un service donné. Donc on s'est dit, vous êtes un peu délaissé, vous êtes inactif. Ces gens qui sont à la retraite ont emmagasiné une somme d'expertise. Ils ont des connaissances, ils ont de l'expérience professionnelle à revendre. Il faut l'utiliser. S'ils sont physiquement aptes, ils ont encore tout leur potentiel intellectuel et technique, il faut en profiter. Cadre à la retraite depuis 18 ans, pour occuper son temps, Bernard Esso a créé une association de retraités dont il en est le président. Dans certains pays, l'État s'occupe des retraités. L'État même crée des activités en faveur des retraités. Or ici, c'est les retraités qui doivent eux-mêmes se cotiser pour créer des activités. On souhaiterait que l'État se penche un peu plus sur ce côté-là. Pour permettre aux seniors de contribuer au développement économique du pays et conserver une vie sociale stable, certains retraités se tournent vers des structures qui leur garantissent une retraite active avec des projets bien identifiés. Il me faut une activité physique et j'ai préféré l'élevage de poulets parce que je pars de l'œuf, passant par le poussin, jusqu'à la production de poulets que les gens aiment bien manger. Donc mon poulailler vient de se vider à peine. Bon là j'ai commencé avec 500 000 francs. Mais là maintenant il me faut 2 millions de francs parce que je vais transporter mon activité dans une ferme. Pour ces milliers de retraités, le Fonds international de développement de la retraite active se présente comme un nouveau souffle, une nouvelle orientation. Elle œuvre à l'épanouissement psychologique, social et sanitaire du retraité. Nous commençons d'abord par une sensibilisation pour que les mentalités commencent à changer. Et puis, il y a un accompagnement qui est fait au travers de différents produits et prestations qui sont mis à la disposition de ces personnes retraitées. Nous avons aujourd'hui l'activité génératrice de revenus, où le retraité peut asseoir une activité s'il a pris le soin de formuler son projet.
Et nous invitons justement tous les travailleurs, ceux qui sont encore en activité et même les personnes retraitées à adhérer, de penser, concevoir un projet pour la fin de la carrière. Vivre une retraite dorée, c'est possible, à condition de s'y prendre plus tôt en élaborant un projet de vie avant sa retraite. Un projet de vie avant sa retraite, M. Niapa, je voudrais commencer par vous. La retraite, déjà, comment est-ce que vous la définissez pour que nous soyons au même niveau d'information avant de continuer? Vous voyez la retraite comment? D'accord. Alors, la retraite, on peut la définir comme le fait de se retirer de quelque chose. On peut aussi la définir comme la cessation d'une activité professionnelle selon les conditions définies par la loi. Et cette retraite-là, qui fait partie des risques sociaux, est gérée par des institutions qui sont créées par les différents États. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Nguessan, vous, la retraite, vous la voyez de la même façon? Oui, c'est une définition. Oui. C'est une définition, mais dans l'application de cette retraite, il y a beaucoup de choses à dire. En premier lieu, il faut se convaincre que la retraite n'est pas une mort sociale. Vous l'avez dit déjà, mais je le répète. La retraite est un changement d'activité, est un changement de vie. C'est ainsi qu'il faut concevoir cette retraite-là. De sorte à ce que partir à la retraite ne soit plus un véritable problème pour nous. Mais lorsqu'on voit certains amis qui sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite, c'est un stress. C'est incroyable. Absolument, justement, c'est pourquoi je pose la question, M. Meleg. La retraite, vous la sentez comment? Pour nous, la retraite, c'est une réorientation de son activité. On parle d'une activité professionnelle à un projet de vie. Il faudrait que tout un chacun, pendant qu'on est en train de travailler, il faut préparer déjà un projet de vie qui va soutenir notre retraite pour qu'elle soit active. Donc, nous avons besoin de préparer notre retraite. Monsieur Papé, la retraite, oui. Vous l'imaginez comme ça depuis le début, depuis le premier jour que vous êtes entré dans l'entreprise jusqu'à en ressortir? Oh, nos générations ne l'ont pas imaginé comme ça. C'est à nous, à partir du recul que nous avons, d'aider les jeunes qui sont encore en activité, le préparer. En fait, la retraite, c'est le passage d'une activité professionnelle à une activité personnelle qui doit être active dans la mesure du possible. Puisqu'on a parlé du 3e âge, mais il y a des retraités qui sont du 4e âge, qui ont besoin d'un autre nombre de dispositions à prendre. Donc, c'est s'organiser et vivre autrement sa vie en cessant une activité salariale et passer à une activité professionnelle, personnelle, active. D'accord. Monsieur Niapa, la retraite, il faut le dire très clairement, hein, on est obligé de dire les choses comme ça. Quelle est la grosse problématique aujourd'hui? La retraite fait peur dans les entreprises. Lorsqu'on en parle, on imagine beaucoup de choses, parce qu'on ne vit pas la retraite deux fois. Alors, pourquoi la retraite fait peur? Et pourquoi justement la retraite fait peur? Alors, je pense que la retraite fait peur parce que quand on est en activité, très souvent, on n'est pas informé et on n'est pas préparé. On n'est pas préparé à ce qu'un jour, on arrête d'aller au travail et de passer à une autre vie. Et cette autre vie-là, comme il le dit, ce n'est pas la mort. La vie continue. Et chacun doit se projeter dans l'avenir et se dire que, tôt ou tard, selon les dispositions légales, je dois arrêter de travailler. Mais si j'arrête de travailler, la vie continue. Je dois être capable de faire autre chose que ce que je faisais avant. Ou alors, de faire quelque chose dans le même sens que ce que je fais aujourd'hui. Dès l'instant où on se projette dans l'avenir et qu'on se prépare depuis le jeune âge, depuis qu'on rentre dans l'entreprise, c'est vrai qu'on doit être soutenu par la direction de l'entreprise, par la direction des ressources humaines, on doit être informé, soutenu, préparé. Si on est dans cette logique-là, normalement, on ne doit pas avoir peur. Le jour, on doit savoir que dans 5 ans, on doit arrêter de travailler. Et à ce moment-là, ce qu'on doit pouvoir mettre en œuvre, on le prépare. Et psychologiquement et moralement, on est prêt à aller. J'ai vraiment envie de comprendre, parce que tout le monde sait qu'un jour, on ira à la retraite, mais on continue d'avoir peur. Il y a vraiment une raison, on a envie de savoir cela. Oui, c'est psychologique. Parce que beaucoup de gens sont là à la retraite. Voilà, monsieur Papé qui est là, il n'est pas mort.
Il n'est pas mort. Longue vie, oui. Oui, mais pourquoi est-ce que les gens pensent que quand on va à la retraite, on va mourir? C'est ce que nous avons envie de comprendre aujourd'hui auprès de vous, les experts. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, on a peur de perdre des avantages, on a peur de perdre des revenus. Au niveau de la protection sociale, c'est clair. À un moment donné, soit nos revenus, nos dépenses augmentent et les revenus vont baisser. Ça, c'est connu. Et c'est pour ça que les directions des ressources humaines, les managers des entreprises doivent faire en sorte que tous les salariés, dès l'instant où ils sont embauchés, puissent avoir le minimum d'informations sur l'importance de la retraite et l'importance de la vie après la retraite. Et c'est parce que cela n'est pas fait suffisamment. Et c'est ça qui crée le problème. Parce que si, il y a déjà les cadres. Il y a les cadres et puis il y a les ouvriers employés. Les ouvriers employés, ça peut se comprendre. Parce qu'il y en a qui sont analphabètes, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais au niveau des cadres, ce n'est pas normal qu'ils aient une appréhension négative. Et pourtant, c'est le cas, monsieur Jules Mamé Nguessan. La grosse crainte, c'est quoi? C'est ne pas travailler ou bien ne plus avoir de rémunération? C'est l'un des éléments. Parce que le travail est l'un des éléments d'appartenance à une société. C'est un statut social quand vous travaillez. Le chômeur ou le retraité, c'est une déchéance pour eux. Voyez. Le travail est un élément d'admission dans une société. C'est ça le vrai. Mais vous utilisez un mot fort, vous parlez de déchéance. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on doit travailler tout le temps qu'on est vivant? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais appartenir à une société, c'est par le travail. Le matin, vous vous levez, vous avez un statut social. À partir du moment où vous allez à la retraite, ce statut social, vous le perdez. Vous le perdez. Et si vous n'avez pas la volonté ou bien le réflexe de changer de comportement, de prendre un autre travail, si on peut dire, vous vous enfoncez lentement dans une dépression. Je peux donner un exemple. Oui, allez-y. Dans la structure que nous avons mise sur pied, justement, pour contrecarrer ces déviances-là. Seigneur Africa. Oui, Seigneur Africa. Il y a une dame qui nous appelle pour dire, ah, mais elle, pour elle, la vie est finie, elle va se suicider. Simplement. Je dis, madame, pourquoi? Mais, monsieur, je ne me sens plus utile à la société. Je ne me sens plus utile à la société. C'est ça l'un des problèmes des retraités. Se sentir délaissé, se sentir coupé de la société. Parce que justement, le travail est un lien avec la société. Quand vous perdez ce travail-là, vous avez ce problème. La dame, je l'ai reçue. Je dis, madame, est-ce que vous savez que moi, je suis à la retraite? Elle me dit oui. Est-ce que je l'ai malheureux? Elle me dit non, je n'ai pas l'impression. Je dis voilà. Trouvez une activité qui vous permette de continuer à exister, servir votre pays. Et même à exister, vous avez raison, à exister, à vous valoriser. À vous valoriser. Parce que partir à la retraite, c'est une déchéance. C'est une déchéance. Et c'est parce que ces personnes ne se sentent pas valorisées. La mentalité du retraité qui dit c'est la mort sociale, M. Meledji, vous avez souvent rencontré des personnes dans ce cas. Comment est-ce que vous réagissez? Oui, est-ce que vous avez compris véritablement ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là? Merci. En fait, le problème de la retraite est mal géré. Parce que l'équilibre de la retraite repose sur 3 facteurs. Nous disons cela parce que nous avons l'expertise et nous avons au quotidien 35 000 retraités qui nous transmettent leur vie. Alors, la retraite, c'est l'équilibre entre les 3 sphères, c'est-à-dire la sphère psychosociale, santé et puis économique. Vous pouvez être en bonne santé, aller à la retraite et puis ne pas avoir du patrimoine. Vous pouvez avoir du patrimoine et puis avoir une maladie. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à aller à la retraite. Donc, quand on prépare la retraite, ou bien quand on regarde la retraite du côté, la plupart des gens en Côte d'Ivoire regardent la retraite du côté patrimoine économique. Mais ce n'est pas ça. Et l'aspect psychologique, et l'aspect relationnel, parce que ça se discute avec sa femme, ça se discute avec les enfants. L'environnement doit aussi s'adapter.
la plupart des gens vont à la retraite avec leur titre, mais au niveau revenu, au niveau social, ça change. On continue de t'appeler monsieur le ministre, mais tu n'es plus ministre. Mais donc, tu dois amener les gens à comprendre. Donc, c'est parce qu'on a toujours tendance à regarder le côté économique que la retraite fait peur. Mais si on essaie de voir, on essaie de préparer cette notion de retraite en tenant compte de ces trois équilibres, de trois éléments, la retraite devient active. Vous avez dit, les retraités souvent ne sont pas prêts. J'emprunte votre mot, Monsieur Papy. Il a dit, les retraités ne sont pas prêts souvent. Oui. Les retraités ne sont pas prêts, je crois que pour trois raisons principales. La première raison, c'est pendant qu'on est à la retraite, c'est le premier jour où on est recruté qu'on commence à préparer sa retraite. Et ça, nous ne le savions pas. Beaucoup ne le savent pas encore aujourd'hui, ceux qui sont en activité. C'est le premier jour où vous entrez en activité professionnelle que vous commencez à préparer votre retraite. La deuxième chose, c'est, si vous voulez, c'est l'aspect économique et financier. Pendant qu'on est en activité, on n'a pas suffisamment d'informations, on ne pense pas à préparer sa retraite, donc à se préparer une nouvelle vie active. On ne se prépare pas. La pension, tout le monde sait que la pension est réduite à 30-40% selon les cas, mais on ne prend pas des dispositions pour prendre des retraites, des pensions supplémentaires. On peut souscrire à des pensions de retraite supplémentaires, on peut préparer des activités, des raisonner, etc. Donc, il y a l'aspect économique. Quand on n'a pas fait cela, on sait qu'on va rentrer dans une inconnue, une espèce d'inconnue. Deuxième chose, c'est l'aspect, il en parlait, c'est juste psychologique. Quand vous êtes en activité, les gens vous confèrent une dignité. Peut-être vous-même, vous n'avez pas conscience de cette dignité, mais les gens vous confèrent une dignité. Et le fait de partir, on dit souvent, quand on n'est plus aux affaires, bon, on n'est plus rien. Et c'est quelque chose qui traumatise les gens. Mais on peut ne plus être aux affaires et puis continuer à être quelque chose, à être quelqu'un, à vivre. Et l'autre aspect, le deuxième, c'est l'aspect social. Quand on est en activité professionnelle, on prend tellement d'engagement, peut-être pour rendre service, surtout pour se faire bien voir ou avoir une autorité, etc. Et quand on sait que les moyens ne vont plus suffire pour rester au niveau où on a mis la barre, en ce moment-là, on se sent soi-même. Ça commence par nous-mêmes, on se sent soi-même délaissé par la société parce qu'on n'est plus à même de répondre aux aspirations ou aux besoins que nous avons créés chez les autres. C'est incroyable ce que vous venez de dire. Alors, cette indignité dont vous avez parlé, lorsqu'on regarde véritablement la situation, sincèrement, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui commence à travailler dès aujourd'hui et commence à préparer sa retraite, très sincèrement, M. Niapa? Oui, comme il le dit. On a autre préoccupation quand on commence à travailler. Les réalités du moment sont là. On ne pense pas aux réalités d'il y a dans 30 ans. Oui, alors c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Les choses ont changé. Aujourd'hui, tout le monde peut s'informer, tout le monde peut se former. Mais comme il a indiqué tout à l'heure, dès qu'on commence à travailler, en fait, les attentes, chacun a besoin d'être accompagné. Chacun a besoin d'être informé. Si dans votre entreprise, le dispositif d'information et d'accompagnement n'existe pas, vous allez passer 5 ans, 10 ans, 15 ans, sans vous rendre compte que le temps est en train de passer et que vous vous rapprochez rapidement de la retraite. Et donc, que vous n'avez rien préparé. Donc, forcément, à un moment donné, il y a le stress. Il y a le stress qui se crée. Et c'est pour ça que je dis que le temps ayant évolué, il est important que les directeurs des ressources humaines prennent le devant. Il faut qu'ils sachent que quand ils reçoivent un jeune travailleur, ils doivent prendre des dispositions pour l'accompagner. Pour l'accompagner, pour réduire son délai d'efficacité au travail, pour améliorer sa performance. Ça, on est d'accord. Mais il doit aussi l'accompagner sur le plan personnel, lui donner des informations pour qu'il mène une bonne vie, lui donner des informations pour qu'il s'organise financièrement et même au plan familial, de telle sorte qu'il puisse se projeter. Il a dit tout à l'heure, s'il est accompagné, il va gérer sa vie autrement. Et c'est ce conseil-là, cet accompagnement-là qui manque. Mais je pense que c'est possible. Vous voyez, aujourd'hui, dès qu'il y a quelqu'un un jeune qui rentre dans une entreprise, il y a des assureurs qui viennent. Peut-être qu'il ne pose pas bien le problème, parce qu'il le pose en termes commerciaux. Mais s'il le posait en d'autres thèmes par rapport à
à la vie personnelle de chacun, chacun peut souscrire à un produit d'assurance, déjà. Même les conseillers financiers, comment investir, comment gérer sa vie familiale, etc. etc. Et moi, je pense que c'est cette information-là qui manque. Et si les dispositions sont prises par la direction des ressources humaines, par les entreprises, par les managers généraux, je veux dire, on doit pouvoir aider les gens progressivement à prendre conscience que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, je vais arrêter de travailler. Et si j'arrête de travailler, j'ai une maison, j'ai une plantation, j'ai un investissement, j'ai un portefeuille financier. Et donc, quand le moment arrive, comme étant une lettre, on me dit, dans 2 ans, dans 5 ans, vous partez à la retraite, aucun signe de déstabilisation ne sort sur mon visage. Je suis tranquille. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Monsieur Guessan, on a beau le dire, hein, je continue d'insister, de croire que théoriquement, ça passe plus facilement. Mais dans la pratique de tous les jours, on n'a pas aussi des rémunérations extraordinaires. On calcule pour maintenant, pour le très court terme, le moyen terme et le long terme, on pense très peu à cela. L'accompagnement. Vous, par exemple, à Senior Africa, l'accompagnement, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous regardez aujourd'hui des gens, vous leur dites, attention, la retraite c'est dans quelques temps, ou bien vous êtes déjà à la retraite, voici comment il faut vous en sortir? Nous avons monté Senior Africa. On a du mal à convaincre. Dans une réaction. Dans une réaction que nous avons eue à la suite d'une affaire qui s'est passée avec un ami qui a été mis à la retraite à 55 ans. Il était encore en possession de toutes ses facultés pour pouvoir travailler correctement. De toutes ses facultés, en fonction de tous ses moyens physiques pour travailler. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Que vous soyez à la retraite, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il dit, ah mais je m'en change, je vais m'en occuper. C'est un ingénieur pétrolier. C'est un monsieur qui a travaillé pendant des années en France, qui a accumulé 20 à 30 ans d'expérience. J'ai dit non, on ne peut pas laisser ce monsieur aller faire que des champs. Non, il faut qu'au-delà des champs, il puisse faire autre chose. Donc Senior Africa a été une réaction contre comment dire ça? J'allais dire le gaspillage des ressources intellectuelles. C'est vraiment un gaspillage. Et beaucoup de nos frères aujourd'hui sont dans cette situation. Donc Senior Africa est une société d'expertise. Et vous avez trouvé anormal qu'un ingénieur pétrolier se retrouve en train de faire autre chose? Pas anormal, mais qu'il passe son temps seulement à la plantation, je dis non. Dans ce pays-là, nous avons besoin de toutes ces compétences, de toute cette longue expérience que les uns et les autres nous avons accumulées. Vous voyez? Et c'est pour ça que j'ai dit, montons cette structure-là pour venir en aide aux administrations, au public, au privé, et à toutes les structures qui ont besoin des compétences et surtout de l'expérience. J'ai envie de dire que c'est louable pour toutes les structures qui pensent à ces choses. Mais M. Melej, la vérité du terrain nous dit que quand vous ne travaillez plus, même les banques ne coopèrent plus, vous n'avez plus aucun moyen, vous ne pouvez plus rien faire, on ne peut plus vous faire des crédits, mais parce que vous n'êtes plus crédible, j'ai envie de dire cela. Alors, on survit. C'est ça. En fait, la question centrale, c'est la préparation. Et comme je l'ai dit... Mais vous continuez de dire que c'est parce que les gens ne sont pas bien préparés. Ils ne sont pas préparés. Mais justement, qu'est-ce qu'ils font qui n'arrivent pas à être préparés? Chacun le dit. Chacun le dit, nous qui sommes assis sur le plateau, chacun se dit, la retraite arrive, chacun le sait, mais on n'arrive pas à accepter d'être préparé. Mais c'est que c'est mal présenté. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un jeune qui commence. Pour lui, la retraite, ça ne va jamais arriver. Donc, ne lui parlez pas de la retraite. Vous pouvez lui parler de la planification financière. Imaginez-vous que quelqu'un qui peut épargner 4 000 francs par mois, après 20 ans, ça lui fait plus de 5 millions. Vous voyez? Donc, c'est le thème retraite par rapport à son historique qui fait peur. Donc, pour l'aborder, il y a beaucoup d'approches. Et quelqu'un, comme je l'ai dit, il faut lui parler de la planification financière. Il faut lui parler du budget pour dégager un revenu et faire des placements à long terme. Mais en même temps, attirer l'attention sur son état de santé.
À 50 ans, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Il faut attirer son attention sur ses biens. Beaucoup de gens ne savent pas transmettre. Beaucoup de gens ne connaissent pas le rôle d'un notaire. Et tu vas à la retraite avec des procès, avec des problèmes. Tu as une maison et après 30 ans, on vient te l'arracher parce que tu n'as pas le titre juridique. Donc, donner simplement le côté finance, il faut que ça soit les trois sphères. Et puis, je vais aussi aborder dans ce que M. Nyapa a dit. Il faudrait que les responsables des ressources humaines intègrent dans la gestion de carrière la notion de retraite. Parce que quelqu'un qui sait que sa retraite est assurée, il est performant. Parce que comme tout à l'heure on le dit, nous sommes unanimes, ça fait peur. C'est un lion qui est là. Mais s'il a de l'assurance de la part de son employeur, c'est une source de motivation. Donc ça se prépare et à chaque niveau. Donc nous proposons des séances de formation. FIDRA propose des capsules d'information pour dire aux gens, en début de carrière, voici le comportement qu'il faut avoir. Ensuite, en mi-carrière, nous avons aussi des produits pour consolider. Et puis, à 10 ans de la retraite, vous n'avez plus la même personne. Vous n'allez plus lui parler vous lui posez la question avec qui vous allez passer votre retraite. Où vous allez passer votre retraite. Beaucoup d'entre eux, jusqu'à 1 an de la retraite, ne savent pas où ils vont passer leur retraite. Et c'est ce qui va créer, qui va dégénérer dans la famille. Madame à Abidjan, papa a choisi d'aller au village. Et les familles se disloquent et c'est les problèmes parce qu'il n'y a pas de santé. Et la santé vient de tout ça. Oui. Et on se sent abandonné par tout le monde, même par les proches. Monsieur Papy, je vous ai vu remuer la tête. Vous êtes totalement d'accord avec ce développement? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce développement. Tout simplement, ne pas laisser seulement les DRH ou les autorités, le gouvernement prendre tout en charge. Nous, nos parents, les miens en tout cas, étaient des paysans donc, qui n'ont pas de retraite. Ils travaillent jusqu'à ce qu'ils soient fatigués, ils arrêtent. Mais nous qui avons travaillé, qui avons plus ou moins préparé nos retraites, il nous appartient à nous, en même temps que les DRH et autres, préparent ceux qui sont en activité, de préparer nos enfants pour leur dire, écoutez, il faut vivre avec un budget. Vous avez un budget, vous gagnez 100 francs. Dans les 100 francs, prenez 30 francs pour faire ceci, mettez 30 francs de côté, mettez 10 francs de côté pour demain. Parce que demain, on ne sait jamais. Demain, moi, votre père, votre mère, je ne serai plus là. Il faut que nous impliquions aussi dans ce processus. Un ami me disait, lui, il a eu la chance, ses parents étaient déjà des intellectuels, de hauts fonctionnaires, et qui lui disait, mon petit, tu as commencé à travailler, fais en sorte que le jour où tu partiras à la retraite, tu gardes le même niveau de vie qu'aujourd'hui. Il lui a demandé qu'est-ce que je dois faire. Il dit, mais il faut faire des projets, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc nous aussi, nous qui sommes déjà partis, nous avons cette responsabilité-là d'accompagner, d'aider les DRH à travers nous les conseils que nous pouvons donner à nos enfants et une discipline de vie, que ce soit vie tout court, vie financière, économique, etc. Ceux qui sont déjà partis, il ne faut pas les laisser pour compte parce qu'ils n'ont pas préparé. Nous avons créé l'ONG Solidarité Senior pour rompre la solitude, pour essayer de donner l'envie de vivre, le goût de vivre aux gens, pour dire que c'est une autre manière de vivre, c'est une autre façon de faire. En créant, disons, des activités qui peuvent générer des revenus, de faire ce qu'on appelle des actions, des investissements, des activités génératrices de revenus, aussi bien pour l'ONG que pour ses membres, et surtout travailler le moral pour qu'ils ne se sentent pas comme des gens morts vivants. Ils sont des gens vivants. D'accord. Je reviendrai à cet élément tout à l'heure. Mais la question que je vais vous poser, la réponse va attendre. Qu'est-ce que vous ne ferez plus jamais, tout le temps que vous avez travaillé et vous êtes allé à la retraite, qu'est-ce que vous ne ferez plus jamais pour réussir votre retraite? On va suivre les témoignages qui vont passer et tout à l'heure, nous reviendrons à cette question. Entendu. Trouver une politique de gestion des retraités, c'est tout. Il faut une politique où il n'y a pas de compétition entre les retraités et la nouvelle génération. Ce n'est pas la même génération parce que ce n'est pas la même vision. Chaque génération vient avec son éducation, vient avec sa manière de voir les choses. Donc normalement, il y a conflit. Mais le plus important, c'est de pouvoir gérer ces conflits-là entre ces générations. Et les aînés ont pour devoir de donner l'expérience, leur expertise, les conseils, ne pas fuir leurs responsabilités vis-à-vis de la nouvelle génération. Maintenant, si la nouvelle génération a été assez éduquée,
ça peut aller dans le bon sens dans la mesure où la jeune génération va comprendre plus ou moins l'orientation que l'ancienne génération leur donne. Plus on devient ancien, plus on a beaucoup d'expertise. Mais on apprend aussi même auprès des plus jeunes parce que l'enseignement évolue. Donc ils ont d'autres connaissances additionnelles que les anciens n'ont pas eues. Donc ils peuvent apprendre auprès des plus jeunes. Comme les jeunes ont intérêt à apprendre aussi auprès des anciens. Ça dit que c'est l'Africain. L'Africain ne peut pas céder la place aux plus jeunes. À mon sens, c'est ça. Parce que si tu pensais à l'autre, quoique ça ne devait pas arriver. Chaque personne a sa génération, chaque chose a son temps. En voulant les pousser à la porte, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'asseoir et puis acquérir de l'expérience. Des anciens qui ont acquis une somme d'expérience et ils devaient leur communiquer, les former avant de vouloir prendre leur place. Avant de pouvoir prendre leur place, rapidement, M. Pape, vous allez répondre à cette question avant qu'on développe l'autre point. Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à reprendre? Dans toute votre vie, vous avez travaillé. Alors, toute ma vie, ce que je ne reprendrai pas, c'est, disons, une indiscipline financière. J'ai beau faire un budget, 60% de mon budget va dans les imprévus et actions sociales. Ça, je ne le referai plus si j'avais à le refaire, malgré les dispositions que j'ai pu prendre, etc. Très bien. En tout cas, c'est un conseil qui a été très bien entendu. Il faut rester ferme sur les décisions déjà prises. Maintenant, vous avez entendu ces témoignages. Monsieur Niapoua, je voudrais commencer par vous. Ce conflit entre générations dans les entreprises, les plus jeunes qui, j'ai envie de dire, poussent vers la porte, les plus anciens qui résistent, on a l'impression que quelqu'un veut prendre quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe en réalité dans la tête de chacun? Dans la tête de chacun, il se passe qu'il y a des incompréhensions. Parce que quelqu'un ne fait pas venir son cadet et quelqu'un ne fait pas partie son aîné. Dans la gestion des ressources humaines, il y a des règles, il y a des dispositions qui existent. Et on fait partie quelqu'un pour plusieurs raisons. Soit il a atteint l'âge de la retraite, on le fait partie, lui-même il sait qu'il doit partir, il s'en va. Mais s'il n'a pas atteint l'âge de la retraite, on ne peut pas le pousser à partir, courir. Sauf qu'il peut arriver, un peu comme au football, que l'entreprise a des projets de développement, des projets sur le long terme. Et pour réussir ces projets sur le long terme, on ne peut pas travailler avec ceux qui sont proches de la retraite, qui ont un âge un peu avancé. À ce moment-là, la direction générale de l'entreprise a décidé de faire un plan de départ volontaire. Et ce plan de départ volontaire-là s'est mis en œuvre avec les délégués et les syndicats. Et on fait en sorte que ceux qui doivent partir ne puissent pas souffrir. Et on les prépare pour cela. Alors, l'autre côté, les jeunes, quelles sont leurs attentes? Leurs attentes, c'est quoi? C'est de trouver du travail, c'est d'occuper des postes importants, et puis ensuite, c'est de progresser dans leur carrière. Mais est-ce que véritablement les aînés les empêchent d'occuper ces postes? Parce que ce n'est même pas la même valeur. La richesse que les aînés produisent, il n'est pas évident que les jeunes produisent cette richesse-là. Déjà, si je vois au niveau de la France, dans les années 1975, la France avait décidé de faire partie les seniors. Et vers mi-95, ils se sont rendus compte que les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Le résultat escompté, c'est quoi? C'était de faire décoller l'emploi. Ils se sont rendus compte qu'au contraire, le fait de faire partie les seniors, ça a eu un impact négatif sur la richesse nationale, sur le PIB, sur la protection sociale. Et ils sont revenus en arrière, prendre des décisions pour mettre les seniors en activité ou bien soit les faire recruter ou bien les maintenir. Non, je veux dire que peut-être il y a une incompréhension. Quand un jeune demande à l'autre de partir, est-ce qu'il pense qu'il a toutes les valeurs morales, toute l'expérience, toute la technicité pour le remplacer? Ce n'est pas cela. C'est la direction de l'entreprise, la direction des ressources humaines, qui met en place un dispositif pour que de façon progressive, ceux qui ne peuvent plus tenir pendant de longues années
soient remplacés par les jeunes. Oui, cet aspect juridique et conventionnel, ça, on l'a compris. Hein, Voilà. mais ce dont on parle, ce sont ces réactions, ces conflits véritables qu'il y a entre débutants et anciens. C'est une incompréhension, je pense. Est-ce que c'est juste une incompréhension, monsieur Nguessan? Moi, je voudrais dire que les seniors et les débutants ne sont pas du tout sur le même terrain. Voilà. Alors, d'où vient Ils ne que... jouent pas sur le même marché de travail. Les seniors qui retournent sur ce créneau-là sont dans un créneau bien défini. Ils ont une somme d'expérience. Ils ont une compétence à faire valoir. Ils ne sont pas débutants. Ce n'est pas du tout le même marché de travail. Ce n'est pas du tout comme M. Nicole le disait tout à l'heure. Ce marché n'est pas le même. Pas le même. Les deux personnes, un senior et un jeune débutant, ne vont pas postuler pour le même emploi. Ce n'est pas possible. L'emploi des seniors ne fait pas ombrage à celui des jeunes. Aucunement. Et pourtant, je suis sûr, M. Nguessan, que vous avez dirigé des entreprises, vous avez senti souvent la chose. J'ai envie de dire, comme on dit en Côte d'Ivoire, mais c'est vieux qu'ils partent. Ah, oui. Cela a été souvent dit. Et ceux qu'on appelle en guillemets aussi les vieux disent, oh, ces jeunes, ils ne savent rien. Ça existe, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais c'est dans un autre cadre. Lorsqu'on restructure une entreprise, en ce moment-là, ce genre de considération rentre en ligne de compte. Rentre en ligne de compte. On veut du sang neuf pour faire ceci, pour faire cela. Il y a une technique nouvelle, il y a un certain nombre de gros projets pour lesquels on a besoin d'une technicité qui est plus récente. Qui est plus récente, oui. Et en ce moment-là, on peut demander par un départ, par un programme de départ volontaire, à faire la place pour que les jeunes viennent prendre ces emplois. Mais dans le principe, le senior ne va pas sur le même marché de travail que le débutant. Ce n'est pas le même marché de travail. Ça s'est vu en France, ça s'est vu dans tous ces pays-là où ils sont revenus, comme a dit M. Nyakpa, où ils sont revenus à l'emploi des seniors. La Suède emploie aujourd'hui 62% des seniors. 62% des seniors. La France est à plus de 51%. Plus de 55%. Je crois qu'ils sont à 55% ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas le même marché de l'emploi. Mais pas du tout. Il n'y a pas d'ombrage qui soit fait aux plus jeunes. Il n'y a pas de place qui soit prise au détriment des plus jeunes. Non, nous ne sommes pas du tout sur le même marché de travail. Et pourtant, je continue de dire, M. Melège, qu'on le voit, ce conflit générationnel. Est-ce qu'il est vraiment justifié, à votre avis, ou bien est-ce qu'il s'explique? Non, il s'explique. En fait, comme M. Nguessan l'a dit, les deux... Vous l'avez constaté, non? Les deux ne jouent pas sur le même terrain. Les anciens, comme Ampateba pouvait le dire, c'est des gens qui détiennent la connaissance. Donc, dans un système de mentoring ou de coaching, ils peuvent transmettre leur connaissance. C'est la mémoire de l'entreprise, c'est la mémoire de la société. Donc, on ne les écarte pas. Ils peuvent écarter aussi, il faut voir. Ils peuvent être retraités et apporter leur appui dans la construction de l'entreprise. En termes de quoi? De consultance. En termes de quoi? D'orientation. Mais il n'y a pas... Et puis, il faudrait que les anciens aussi arrivent à se faire accepter. OK? Il y a une notion qui véhicule, c'est l'agisme. L'agisme, c'est le fait de minimiser un peu les anciens. Il y a la manière de l'approche. C'est-à-dire, oh, ce vieux-là, si vous dites ça à quelqu'un, il ne va pas vous transmettre sa connaissance. Mais s'il y a une symbiose, l'entreprise crée l'harmonie entre les anciens et les vieux, mais les anciens seront disposés à transmettre leurs connaissances. Un jeune, quelle que soit ta formation, si tu n'as pas de background, d'expérience, tu ne peux pas être performant. Monsieur Melège, je suis obligé de le dire, c'est dans les deux sens. Hein. Souvent, on entend des anciens, comme vous l'avez dit, dire aux jeunes, eh bien, nous, quand on avait le CP, ça équivaut à celui qui a le baccalauréat aujourd'hui. On entend cela aussi. Et vice-versa, monsieur Papé. Oui. C'est sûr que vous avez entendu la chose, vous avez vécu la chose. Oui. On veut profiter de votre expérience. Oui. Vous pensez que le conflit générationnel est vraiment justifié? Le conflit générationnel, c'est d'abord un aspect psychologique. Moi, je vais un peu ramer à compte courant. D'accord. Je pense que nul n'est indispensable, quelle que soit son expérience et sa compétence.
on vous a donné gratuitement, qui vous a permis d'avoir cette expérience, transmettez gratuitement ce que vous avez reçu à ceux qui sont au-dessus. Parce que quand vous êtes au haut de l'échelle, si vous partez, celui qui vous suit prend la place et donc ceux qui sont à l'entrée peuvent entrer. C'est un système comme une sorte de vase communicant. C'est un peu ce système qu'il y a lieu. Donc, si vous voulez, c'est la manière d'utiliser les seniors. Quand on a sa retraite, nul n'est indispensable, on peut aller à sa retraite, même si on ne l'a pas préparé. Mais il faut que dans la manière de manager les entreprises, les gens considèrent qu'il y a là un vivier d'expérience qu'ils peuvent utiliser de façon ponctuelle sur des projets, sur des procédures, sur de ceci, etc. De manière à ce que les jeunes aussi, s'ils ne travaillent pas, quel jour auront-ils l'expérience? Il faut bien qu'ils entrent dans la fonction. Ça, c'est donc la première chose. Il faut préparer cela, que les anciens acceptent de partir, qu'ils acceptent de transmettre leurs connaissances et qu'on puisse les utiliser, ce vivier d'expérience à côté, qui leur permettra de se rémunérer. La deuxième chose qui est d'ordre psychologique, mais il ne faut plus que nos enfants aujourd'hui fassent des gels en heure pour parcourir les entreprises et les sociétés. Ils peuvent être des entrepreneurs. Il n'y a pas de vieux dans une entreprise qu'un jeune veut créer. Il faut qu'on encourage les jeunes. L'État met en place des structures fiables, viables, durables pour permettre à ces jeunes-là qui ne peuvent pas avoir entré dans les fonctions salariales de pouvoir créer des entreprises et eux-mêmes créer des salaires parallèlement. D'accord, on aborde le troisième et dernier point, il ne nous reste plus que 10 minutes. Je voudrais commencer par vous, M. Nyapa. Comment est-ce qu'il faut faire face à cette insécurité, l'insécurité, l'inactivité, l'inutilité même, j'ai envie de dire, et l'isolement des retraités? Comment leur tenir la main pour les accompagner correctement? Alors, pour leur tenir la main, en un mot, pour les accompagner, moi je vois deux dispositifs. Alors, le premier élément, c'est au niveau de l'État. L'État peut mettre en place, par une volonté politique bien sûr, en partenariat avec les organisations professionnelles, des travailleurs et des employeurs, mettre en place une politique de l'emploi des seniors, par exemple. Après un échange avec les différents partenaires, on peut dire que désormais, il faut recruter les plus de 55 ans. Que désormais, il faut maintenir les 55 ans dans l'emploi, avec des mesures qui vont suivre. Et ça, c'est possible. Ça s'est fait ailleurs. Au niveau de la retraite, il y a aussi des outils qu'on peut utiliser. C'est vrai que c'est des outils qui ont un double objectif qu'on peut utiliser. Le premier outil qu'on peut utiliser, c'est le recul de l'âge de départ à la retraite. En Côte d'Ivoire, on était à 55 ans, on est passé à 60. Le fait de passer de 55 ans à 60, ça maintient des gens en activité. Ça, c'est un outil. Mais en même temps, il y a un autre effet qui joue sur l'équilibre financier des zones de sécurité sociale. Parce que l'organisme est en difficulté, en termes de trésorerie, on peut reculer l'âge de la retraite pour lui permettre de respirer un peu. Et cette solution n'a pas ses limites parce que plus on retient certains, d'autres n'entrent plus. Non, pas forcément, c'est ce qu'on vient de dire. Quand une entreprise a, je dis n'importe quoi, 100 employés et qu'il y a 10 qui doivent aller à la retraite, on les maintient toujours, mais il y a 10 autres qui ne peuvent pas. Oui, mais le problème, c'est encore plus grave quand l'entreprise ferme. Parce que quand une entreprise ferme, tout le monde est dehors. Mais ceux qui ont à partir de 50 ans, il est encore plus difficile pour eux de trouver du travail. Ça, c'est encore plus grave. Mais quand ils ne trouvent plus du travail, ils ne consomment plus, ils n'arrivent plus à nourrir leur famille. Ça a d'autres impacts sociaux qui sont difficiles à gérer. Donc, c'est mieux de reculer l'âge de la retraite, par exemple. Mais comme je l'ai dit, c'est un double objectif. En même temps, ça permet de maintenir les gens en emploi, mais en même temps, ça permet aussi de sécuriser le régime en termes d'équilibre financier. C'est surtout ça. Voilà. On peut aussi réduire, bien revoir les conditions de départ à la retraite anticipée. Ça aussi, c'est un problème. Le fait avant, on était à 50 ans, on passe à 55 ans. Donc, le fait de passer de 50 à 55 ans, ceux qui devaient aller à la retraite, à 50 ans, à retraite anticipée, bien sûr, et qui passent à 55 ans, ça permet à ces seniors-là aussi de rester en activité. Donc, voici des outils qu'on peut utiliser. C'est vrai, comme il indiquait tout à l'heure, ça a un double objectif parce que
quand on recule l'âge de la retraite anticipée, ça permet aussi financièrement à l'institution de sécurité sociale. Voilà, justement, c'est pour ça que je vous disais que c'est limite, on ne peut pas indéninement repousser l'âge de la retraite. Ce sont des outils économiques qu'on peut utiliser. Bien entendu. À un moment donné, on utilise, si on voit que ça commence à avoir d'autres impacts, on réfléchit et on essaie de revoir la stratégie. Mais déjà, à l'innocent, vous constatez que sur ce plateau, déjà, nous voyons quelques limites à cela. Comme vous le dites, vous les économisez tous par ailleurs, on ne peut pas. Oui, mais ça va pour toujours. Comme je dis, en France, d'accord, de façon ponctuelle. Voilà. D'accord. Monsieur Nguessan, aujourd'hui, quelle réutilisation l'État peut faire des seniors? Quelle réutilisation véritable? Mais pour nous, lorsque l'âge de la retraite arrive, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Mon ami Niakpa disait tout à l'heure que le passage de 55 à 60 ans, c'est pour permettre d'ajouter des années aux seniors, mais c'est surtout pour les régimes, pour sauver les régimes de sécurité sociale. C'est surtout et principalement pour ça. Surtout et principalement pour ça. Parce que lorsqu'on est retraité, on doit aller à la retraite. Et réorganiser sa vie. Réorganiser sa vie. De sorte, comme on l'a dit, à ne pas prendre l'emploi des jeunes. Il ne s'agit pas de prendre l'emploi des jeunes. Nous avons des enfants, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent. J'ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas sur le même marché du travail. Parce que moi, ce que je vois dans la réutilisation des compétences des seniors, ce sont des emplois à temps partiel. Des emplois à temps partiel. C'est pour transmettre des compétences, transmettre de l'expérience aux plus jeunes. Mais ne pas prendre leur boulot, pour m'exprimer simplement, ne pas prendre leur emploi. Nous avons des affaires. Il faut savoir partir, c'est cela. Il faut savoir partir et réorganiser sa vie par des emplois à temps partiel dans des cabinets, dans des choses comme ça, pour permettre de maintenir un certain niveau de vie et surtout pour se sentir utile à la société. Se sentir utile à la société. Voilà ce que je voulais dire. Alors, M. Meleg, vous, comment est-ce que vous voyez la chose? L'expérience, on doit partir à partir d'un moment. Quelle politique active aujourd'hui vous voyez pour les retraités? Merci. Comme je l'ai toujours dit, d'abord, il faut que les gens prennent conscience qu'à un moment donné, on doit aller à la retraite. Et pour cela, il faut commencer par la préparation. Et la mission du FIDRA, c'est de préparer et soutenir une retraite active. Pour ceux qui sont en activité, ce qu'on peut leur dire, la retraite se prépare maintenant. Il ne faudrait pas qu'on attende. Il ne faudrait pas qu'on pense que la retraite ne va jamais arriver. Et aujourd'hui, la retraite ne doit pas pouvoir faire peur parce qu'il y a des acteurs sur le marché qui vous accompagnent à mener une vie, une retraite active. Maintenant, pour ceux qui sont à la retraite, à travers nos produits financiers et non financiers, nous les accompagnons. Nous venons de lancer l'Université du 3e âge, qui est un cas de réflexion pour que les retraités qui se sentent isolés ou bien qui pensent qu'ils peuvent encore améliorer, ils peuvent encore apporter quelque chose, c'est un cas de réflexion. Là, vous parlez de l'expérience du FIDRA, l'expérience du FIDRA. De façon générale, comment est-ce que vous voyez vraiment les choses? Au niveau de la préparation de la retraite, oui, au niveau de la préparation de la retraite, je l'ai dit, il faut commencer tôt. Il faut commencer tôt. Dès le premier jour, il faut commencer par une politique de planification financière. Ensuite, il faut déjà commencer à préparer un projet de vie. Le projet de vie ne doit pas être dans un seul sens. Il doit prendre en compte les 3 dimensions de la retraite. Il faut déjà s'y mettre et, comme les gens l'ont dit ici, déjà commencer à épargner, déjà commencer à affronter la retraite. Pour autant, on est encore en activité. Okay. Voilà un peu... Monsieur Papi, on le dit, mais moi je me dis qu'en le faisant, dit comme ça, c'est très facile, mais il y a beaucoup d'entraves quand même à ce système, à tout ce qu'on veut mettre en place pour pouvoir aller à une retraite tranquille. Beaucoup d'entraves. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il faut de nouvelles prestations et tout pour les retraités? Alors, non, 2 questions à la fois. Oui, c'est 2 questions à la fois. Je pense que, comme il a dit, il faut traiter le cas de ceux qui sont à la retraite et qui sont en activité professionnelle pour préparer leur retraite. Et que ce soit un élément du profil de carrière.
le profit des carrières, ça ne s'arrête pas le jour du départ à la retraite. Il faut, au-delà du profit des carrières, avoir le profil de vie. Il disait tout à l'heure, il faut avoir le profil de vie. Qu'est-ce que je vais faire après? Projet de vie. La deuxième chose qu'il faut prendre, c'est ceux qui sont déjà à la retraite. Je pense qu'il faut faire valoir ses droits à la retraite, c'est un droit. Mais il faudrait que les retraités connaissent tous leurs droits et savoir si les droits sont appliqués dans leur intégralité. Il faudrait accorder un certain nombre de privilèges, comme on le voit dans certains pays, aux seniors ou aux retraités, par exemple les tickets modérateurs dans les transports publics, dans les hôpitaux, dans les ceci, etc. etc. Sur nos bulletins, on voit souvent apparaître des retenues. Je ne veux pas faire de polémique ni la citer. Non, vous pouvez y aller pour la polémique, il n'y a pas de problème. Des retenues qui n'est comme la contribution nationale, pendant des années, nous avons contribué. Oui, on se rappelle que c'était dit provisoire. C'était dit provisoire, le provisoire est devenu définitif. La pension est devenue un revenu, puisqu'il y a un impôt qui est payé là-dessus, etc. Il n'y a pas d'indexation par rapport à l'indice de hausse ou de réduction de la vie, etc. etc. Donc, oui, je comprends que vous avez fait un appel pour que on jette un regard sur la chose. Il faut que les droits des seniors soient bien connus, qu'on leur explique, qu'on sache qu'ils sont appliqués en chose en totalité, et négocier de nouveaux droits sous forme de privilèges, de ceci, etc. Notamment dans ces privilèges, demander que ce vivier-là soit utilisé. Je sais si certaines entreprises font des calculs, mais utiliser pendant une semaine un senior pour régler un problème précis dans une entreprise qui lui permette de booster son activité, ça revient moins cher que de tâtonner ou d'aller prendre des experts dans l'outre-mer. Ah oui, votre message a été entendu. Une heure, vous voyez, ça passe très rapidement. Voilà. Donc vraiment, en un mot, quand je dis un mot, c'est vraiment un mot. Monsieur Niapa, qu'est-ce que vous dites pour terminer cette émission? Vraiment en un mot. Alors, pour terminer l'émission, je voudrais juste dire que l'accompagnement des seniors dans leur réussite, dans la réussite de leur vie, repose sur trois éléments. Il y a d'abord eux-mêmes. Il faut qu'ils s'organisent pour penser à leur avenir. C'est le premier élément. Premier élément. Ensuite, il y a l'État, à travers des dispositifs, à travers des politiques, des mesures qu'on peut mettre en place. Il y a également les entreprises aussi qui peuvent contribuer. Les entreprises qui peuvent mettre en place... Vous avez dit plus d'un mot, d'accord, monsieur Jules, c'est ma mère. Je voulais simplement dire que nous avons monté Senior Africa justement pour que tous ces cas de retraités se retrouvent dans une structure qui puisse leur permettre de continuer de servir la Côte d'Ivoire et de se sentir utile à la société. C'est principalement le rôle du Senior Africa. Et c'est la deuxième vie pour les seniors, M. Milaïdji. Oui, nous au FIDRA, nous prenons la retraite active qui doit se préparer et la vivre. Comment? Il faut penser à préparer sa retraite. Comment il faut penser préparer sa retraite. Et aujourd'hui, la retraite ne doit pas faire peur parce qu'il y a un acteur sur le marché qui accompagne les gens à bien préparer leur retraite. Il y a plusieurs acteurs. Monsieur Papé, pour terminer complètement. Pour terminer tout simplement, je dirais que après l'activité professionnelle, donc à la retraite, il y a une vie active, une vie de bonheur, et nous ne devons pas avoir peur. Nous devons nous organiser et l'État doit créer les conditions de cette organisation pour que les seniors ne soient pas des gens qui tendent la main. Ils ont des droits, ils peuvent les faire valoir. Ils ont une expérience, ils peuvent valoriser cette expérience-là. Et bien au contraire, on doit leur tendre la main. En tout cas, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous, M. Vincent Niapa. Merci à vous aussi, M. Jules Mamère-Nguessan. À vous, M. Charles Melègue, M. Raymond Papé Akassé. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Je vous remercie d'avoir été des pionniers dans vos différents domaines. Et on suivra vos modèles. Vous avez été tous des modèles pour nous. Et merci, je vous souhaite déjà une très bonne année 2018. Et c'est terminé pour ce soir. On se retrouve dans 2 semaines.